Je vais exposer les notions de base du langage Python. Et tout d'abord, le langage Python étant un langage de haut niveau et il est utilisé pour la programmation des tâches, c'est-à-dire que quand vous voulez automatiser une tâche, vous pouvez écrire un code et ce code est appelé le code de source d'un programme. Mais au-delà de ça, tout ce que l'on écrit sur l'écran, aussi avec la machine, et la machine ne peut pas interpréter directement. Mais quand on fait de la programmation, après avoir rédigé du code de source, nous devons passer à l'interprétation de ce code de source. Et le langage Python utilise son interpréteur Python que je vais présenter tout à l'heure. Et après, je vais alors parler des notions de base, notamment comment est-ce qu'on lance l'interpréteur Python et comment est-ce qu'on peut faire des calculs simples comme une calculatrice en évoquant le langage Python, l'interpréteur Python. Et aussi, je vais avancer vers les notions beaucoup plus basiques, comme les notions de variables. Je vais expliquer c'est quoi une variable en programmation et quel est son rôle, comment est-ce qu'on peut initialiser les variables, comment est-ce qu'on peut les modifier, comment est-ce qu'on peut accéder, on va les stocker dans des variables. Et après aussi, je vais parler de types de variables. Il existe différents types de variables que l'on peut déclarer et initialiser. Et je vais aussi parler de structure de données. Et dans un premier temps, je vais vous montrer le site officiel du langage Python. Si on veut aller plus loin, il y a le site officiel qui est ici, www.python.org. Là, on a plusieurs documents que l'on peut consulter, mais aussi beaucoup de codes sous forme de scripts que l'on peut tester soi-même et continuer à apprendre et maîtriser le langage Python. Et dans un premier temps, alors, je vais commencer à lancer l'interpréteur Python. J'ouvre mon terminal ici, un terminal sous Linux. Alors, je vais lancer l'interpréteur Python. Voilà, il se présente avec son invite de commande. Moi, c'est l'invite Python. Et à ce niveau, on peut commencer à taper des valeurs et voir comment l'interpréteur va réagir. Par exemple, si je tape 5 et après validation, la valeur de 5 est affichée automatiquement. On peut faire des calculs simples comme on peut le faire avec la calculatrice. Quand on tape cette opération, 69 plus 7, après validation, on voit que le résultat s'affiche automatiquement. L'opération est évaluée automatiquement et le résultat s'affiche automatiquement. Mais au-delà de ça, il y a moyen d'initialiser des variables. Disons que j'ai une variable A que j'initialise à 5 et une autre variable B que j'initialise à 3 par exemple. Alors je peux appliquer des opérations sur mes deux variables. Par exemple, je peux calculer la somme de A et B. Et si je valide, rien ne s'affiche, mais si je veux voir le résultat qui a été stocké dans la variable C, il suffit de taper la variable C sur l'invite Python et valider. Le résultat est évalué automatiquement. Alors l'intérêt des variables, c'est que d'abord, quand on déclare une variable, c'est que l'on sollicite au système d'exploitation de réserver un certain espace mémoire dans lequel il sera stocké la valeur initialisée. Par exemple, si j'écris cette expression ici, bon, par des instructions, si j'écris cette instruction sur l'invite de commande, après validation, en mémoire, le système va réserver un espace qui reçoit une étiquette A. Et dans cet espace est stocké la valeur 5. Et dans cette expression, par exemple, si je veux initialiser la variable C avec la somme de A et B, c'est-à-dire que j'accède à la mémoire qui est sur l'étiquette A et à la mémoire qui est sur l'étiquette B. Et après, j'applique l'opération et le résultat de cette opération est stocké
automatiquement dans la variable C. En d'autres termes, la machine va réserver un autre espace qui reçoit alors l'étiquette C. Après les variables, je vais parler de type de variables. Bon, ici j'ai parlé d'abord, avant d'avancer, j'ai initialisé des variables de type entier, mais je pouvais aussi initialiser des variables de type caractère. Par exemple, ici, un caractère A. Et si je tape S sur mon invité Python, le caractère A s'affiche automatiquement. Mais il y a moyen aussi d'utiliser la fonction prédéfinie dans Python print pour afficher un message à l'écran. Par exemple, si je vais afficher le contenu de C, je peux dire print C, ou bien même je peux ajouter la variable S, print C et S. On voit le résultat qui s'affiche à l'écran. Alors, les notions de type et de variable. En fait, en Python, on peut avoir le type de variable entier, int, les floats, mais aussi les booléens, que ce soit les valeurs true and false, les booléens. En fait, les booléens, c'est un type de variable qui est utilisé assez couramment en Python, en programmation, quand on veut faire des tests, c'est-à-dire le résultat d'un test peut être vrai ou faux, et si le test est évalué à vrai, par exemple, on peut décider de la suite d'instructions à exécuter. Cela a un avantage parce que ça nous permet de faire une exécution conditionnelle au lieu d'évaluer un code du début à la fin. On peut décider une partie du code à évaluer suivant le résultat du test avec une variable de type booléen. Après, je vais parler de chaîne de caractères beaucoup plus en détail. En fait, une chaîne de caractères, par exemple SS, égale notre chaîne de caractères. Notre chaîne de caractères, je mets un espace ici. Et si je valide, ma chaîne de caractères est initialisée. Je peux voir son contenu avec la fonction print. Je vois que SS contient notre chaîne de caractères que l'on a initialisée à ce niveau ici. Alors, pour une chaîne de caractères, ce n'est pas un type simple parce que avec l'interpréteur Python, il y a moyen de voir qu'il y a beaucoup de fonctions sous forme de méthodes qui sont déjà implémentées sur une variable de type chaîne de caractères. Et pour revoir, je vais changer d'interpréteur. Je vais lancer mon interpréteur IPython. Ici aussi, c'est un autre interpréteur que je peux utiliser pour exécuter des codes. Alors, si j'initialise ma chaîne de caractères à ce niveau-ci, je vais tester et vous montrer quelles sont les méthodes qui sont implémentées sur une variable de type chaîne de caractères. Notre chaîne de caractères. Bon, je mets un S, un espace ici. Et si je valide, ma chaîne de caractères a été bien initialisée. Mais remarquez que j'ai mis des espaces ici. Je vais expliquer après quand je vais parler des méthodes qui sont implémentées sur la chaîne de caractères. Pourquoi est-ce que j'ai lancé cet interpréteur IPython? Avec IPython, on peut faire une documentation sur une variable donnée. On peut regarder par exemple quelles sont les méthodes qui sont implémentées sur une chaîne de caractères. Il suffit de taper SS et puis le point. Alors, si vous appuyez sur la touche tabulation, toutes les méthodes et attributs qui sont implémentés sur cette variable s'affichent automatiquement. Par exemple, on peut voir la méthode strip, la méthode split, la méthode rstrip, la méthode capitalize, la méthode upper, la méthode lower, si vous voulez, lower, ainsi de suite. Testez d'abord par exemple la méthode lower sur cette chaîne de caractères. Lower, que va faire cette méthode? Rien du tout parce que la chaîne de caractères était
et en minuscule, mais aussi la première chaîne de le premier caractère était majuscule, mais on voit que le résultat renvoyé et se présente avec des minuscules partout. En fait, la méthode de lower va changer la chaîne de caractères. Partout où on a des majuscules, on aura des minuscules. Par contre, la méthode upper elle va changer la chaîne de caractères en majuscule. Et si je teste par exemple la méthode capitalize, on va voir capitalize, rien du tout, parce que la méthode capitalize devrait changer la première chaîne, le premier caractère en majuscule. Mais j'ai fait exprès, pour des raisons que je vais évoquer avec l'autre méthode split par exemple, strip. Je vais par exemple initialiser une autre chaîne pour tester la méthode de capitalize. Hello world par exemple. Hello world. Alors, je vais appliquer la méthode de capitalize sur la chaîne de caractères hello world. On voit que le premier caractère est changé automatiquement à majuscule. Alors, si je reviens sur ma chaîne de caractères SS que j'avais initialisé comme ceci, alors je peux enlever par exemple ces caractères vides ici. En général, on n'a pas besoin de caractères qui trimballent au début ou à la fin. Alors, on peut les supprimer en évoquant la méthode strip. On voit automatiquement que les chaînes de caractères les caractères vides ont disparu. Il y a aussi une autre méthode avec la variable de type chaîne de caractères, split par exemple. C'est-à-dire que notre chaîne de caractères peut être subdivisée en des sous-chaînes de caractères. Évoquons automatiquement la méthode split et voyons le résultat. La méthode va découper notre chaîne de caractères en des chaînes de caractères individualisées. Et on voit que le résultat renvoyé est une liste de chaînes de caractères. En fait, cette méthode est très importante. Et si par exemple on travaille sur les données de type caractère, on peut avoir les besoins de manipuler les mots par exemple. Quand on fait du natural language processing, on peut subdiviser les chaînes de caractères et manipuler les mots par exemple. On peut compter combien de fois un mot quelconque apparaît dans une chaîne de caractères dans un texte donné. Après ça, je vais parler d'un autre type de caractère, de structure de données. Les listes, par exemple, qui sont L. Si j'initialise une liste comme ça, pour créer une liste vide, par exemple, de manière générale, une liste doit contenir des éléments, par exemple, des valeurs comme ça. Et si je valide, ma liste est initialisée. Mais ce qui est très important pour une liste, et la liste peut stocker des variables de différents types. Par exemple, si je reviens sur ma liste ici, je pouvais y ajouter aussi des caractères. Je peux y ajouter des caractères, mais aussi des chaînes de caractères. Notre liste va stocker en tout cas toutes ces données. On peut vérifier. Et la liste contient bel et bien les données de type entier. Je pouvais aussi mettre des données de type flottant, mais aussi des chaînes de caractères et des caractères. Et l'important aussi pour une liste, c'est qu'il y a encore une fois des méthodes qui sont déjà implémentées, des attributs et des méthodes. Par exemple, si on revient à notre documentation, on voit qu'il y a la méthode append pour ajouter des éléments à la fin de la liste, mais aussi il y a les count. On peut compter combien de fois une valeur apparaît dans la liste. Le insert pour insérer des éléments. Par exemple, si je teste l'unique méthode append, je peux dire append une valeur